Nous allons donc essayer d'introduire cette question du développement humain à travers quelques présentations rapides, et à cette occasion, je vous montrerai quelques intervenants, évidemment, qui vont venir discuter aujourd'hui et toute la semaine avec nous. En préambule de cela, quelques points sur cette question du développement humain et du bien-être. On va essayer de regarder ça selon 3 axes. Et ces 3 axes-là, nous les confronterons à une certaine réalité, à la fois l'imagination, la philosophie, et puis des aspects beaucoup plus concrets. Tout d'abord, essayons de regarder si on peut avoir une extinction des lumières pour voir ce début, y compris ce spot. Ce sera très bien pour lancer la première vidéo, s'il vous plaît. Integrating technology with human evolution seems like such a good sell for man. You're building a better you. But the fact is, it's just simply not true. Human augmentation. Human augmentation. Surf industry. Rising deaths on the street. This is a business that's driven by fear. If I don't improve myself, if I don't augment myself, then I'll be less intelligent, less capable, less strong than the rest of the human race. Augmentation is a huge business for these corporations, and we're paying for it by sacrificing our humanity and freedom. Violent clashes. Reports of human experimentation. And we have to ask the question, are we playing God? We've been integrating ourselves with technology for decades now, replacing damaged limbs with mechanical limbs, implanting data chips into our bodies, which give away huge amounts of information to governments and corporations all across the globe. At no point have they thought about the consequences of their actions. They actively encourage you to exchange your perfectly functional body parts for upgraded augmentations. What they are doing is ethically and morally wrong, and they should be brought to justice. Growing numbers of people experiencing Today, Surf Industries signed a new historic military deal. I know that they are creating mass quantities of military-grade augmentations. I've seen testing on them, and it's very scary types of alterations. They want to systematically turn us into machines and pump us full of their drugs. You have to take Neuropozyne, one of the most dangerous and addictive drugs that exists in the world today. You'll have to take this drug for the rest of your life. If you don't, your body will reject your augmentations. It's a drug that's priced so highly that we are now seeing cases of high-profile people who are now out on the streets, and they are begging. They are begging for drugs. They'll have their technology in your body. They could have the power to turn off your limbs, the potential to turn off your eyes. They'll be able to send messages to your brain and control your thoughts as if they have the power of God. If you don't take their drugs, you'll die. People have been abused, kidnapped, experimented on. Any kind of resistance or opposition is met with fierce and brutal terror on the people. When does this stop? When will you stand up and fight? They're killing our humanity! Depuis à peu près, je vais vous confier ça, depuis à peu près 2 ans, dès lors que je suis confronté à une situation de stress aussi périlleuse que celle-ci, avant j'écoutais John Lennon ou Peter. Maintenant, c'est presque vrai. Donc finalement, il fonctionne, c'est ça? Non, il ne fonctionne pas. C'est incroyable. Hein. C'est quand je le mets dans la poche, il fonctionne en fait.
Bref, j'appelle donc Zlatan Ibrahimovic qui, depuis 2 ans, réussit enfin à régler nos problématiques parisiennes, qui est de dire comment est-ce qu'on peut gagner le championnat de France avant de gagner évidemment le championnat d'Europe l'année prochaine, comme tout le monde le sait. Keep calm, call Zlatan if you want or if you have any problem. Les questions qu'on se pose sur le développement humain, en fait, ne sont évidemment pas nouvelles. Vous avez plusieurs histoires dans la mythologie qui va montrer qu'effectivement, nous sommes confrontés à, depuis l'éternité, la fontaine de Jouvence, dont lorsque on me fait signe que je ne suis pas entendu du tout, donc je suis vraiment, je dois définitivement rester ici, mais celui-ci est coupé maintenant. La fontaine de Jouvence qui évidemment avait la particularité de donner la jeunesse éternelle à quiconque boira ou se baignera dans son eau. Vous connaissez tous cette mythologie, ce qui veut dire simplement quoi? Que lorsque vous voyez la vidéo, qui est une fiction sur Sarif et Industrie tout à l'heure, évidemment, ça parle déjà d'immortalité, mais on parle d'immortalité depuis bien longtemps, depuis au moins 3000 ans. En fait, les premiers scientifiques se posaient déjà cette question-là, au-delà de la mythologie, avec évidemment l'élixir de longue vie. L'élixir de longue vie, vous savez, ce sont les premiers alchimistes ou dits pharmaciens qui vont essayer de fabriquer cet élixir de longue vie. Et cet élixir va être censé donner ou apporter cette fameuse jeunesse éternelle. En fait, nous n'avons pas cherché en permanence dans la mythologie à essayer de comprendre comment est-ce que l'on peut repousser les frontières de la vie, de la mort, ou accéder à l'immortalité. On essaye toujours d'utiliser la science. Et cette science, dans toutes ses possibilités. Dédale, dans la mythologie, personnage célèbre, grec, athénien, dont le nom signifie astucieux, artistement travaillé, est conçu pour avoir été un inventeur et un sculpteur, un grand architecte, alliant à la fois esthétique et géniosité technique. Pour avoir notamment conçu, comme vous le voyez, ce fameux labyrinthe dans lequel il a enfermé le Minotaure. Il a donné son truc à Ariane, qui était évidemment enfermée, pour pouvoir s'échapper, le fil d'Ariane. Mais Dédale n'a pas fait que ça. Dédale a essayé évidemment aussi de faire en sorte de construire des ailes pour pouvoir voler. Le mythe d'Icare. Dédale, en fait, son objectif, c'est quoi? C'est incarner la techné. La techné, c'est la technique. Comment j'utilise la science, comment j'utilise la technique à mes propres fins. Plutôt à ses clients, c'est le cas de Minos, qui était son client dans le cadre du labyrinthe. L'objectif, c'est évidemment atteindre l'hubris. L'hubris, c'est la démesure. La démesure telle qu'on le voit dans la vidéo juste avant. En Dédale, on voit une science qui se profile, une science sans conscience. Tout ce que la science ou la technique peut faire, il faut la réaliser. Mais cette maîtrise, que ce soit dans la fiction ou que ce soit dans la mythologie, dès la Bible, ou dans la Bible, après effectivement la mythologie, nous avons dans la Genèse exactement ces propos-là. Je cite la Genèse, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, dominez sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur terre. » Nous avons en permanence cherché à dominer ces éléments. Cette volonté permanente d'essayer de dominer ce qu'il y a autour de nous, il faut voir que la science, évidemment, y a beaucoup utilisé, elle a beaucoup œuvré à cela. Les sciences, historiquement une branche de la philosophie, de nombreux philosophes s'y sont essayés. C'est le cas évidemment de Descartes, 1637, dans lequel il va écrire les phrases suivantes dans le discours de la méthode. Je le cite. « Mais sitôt que j'ai eu acquis quelques notions générales touchant la physique, et que j'ai remarqué jusqu'où elles peuvent conduire et combien elles diffèrent des principes dont on s'est servi jusqu'à présent, j'ai cru que je ne pouvais les tenir cachés, sans pécher grandement contre la loi, qui nous oblige à procurer, autant qu'il est en nous, le bien général de tous les hommes. Car elles m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu'au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on peut trouver une pratique par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'air, de l'eau, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous pourrions les employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Descartes est celui qui va lancer ce que l'on appelle la période moderne. En lançant cette période moderne, un siècle plus tard, nous allons avoir un autre philosophe, Condorcet, qui va écrire l'esquisse d'un tableau historique des progrès, de l'esprit humain. Il va prolonger l'esprit de Descartes. Écoutez-le. On sent que les progrès de la médecine préservatrice
devenus plus efficaces par ceux de la raison et de l'ordre social, doivent faire disparaître à la longue les maladies transmissibles ou contagieuses. Et ces maladies, qui doivent leurs origines au climat, aux aliments, à la nature des travaux, il ne serait pas difficile de prouver que cette espérance doit s'étendre à presque toutes les autres maladies, dont il est vraisemblable que l'on saura un jour reconnaître les causes éloignées. Serait-il absurde maintenant de supposer que ce perfectionnement de l'espèce humaine doit être regardé comme susceptible d'un progrès indéfini, qu'il doit arriver un temps où la mort ne serait plus que l'effet ou d'accidents extraordinaires, ou de la destruction de plus en plus lente des forces vitales, et qu'enfin, la durée de l'intervalle moyen entre la naissance et cette destruction n'a elle-même aucun terme assignable. Sans doute, l'homme ne deviendra pas immortel, mais la distance entre le moment où il commence à vivre et l'époque commune où, naturellement, sans maladie, sans accident, il éprouve la difficulté d'être, ne peut-elle s'accroître sans cesse? Prolonger la vie, ainsi, la faire disparaître, la mort, ou en tout cas la repousser le plus loin possible, ce sont les propos de Condorcet. Condorcet est intéressant, mais celui qui va franchir une étape supplémentaire va être Lamétrie, l'homme-machine. L'homme-machine, puisque Lamétrie va soutenir que l'homme entier est machine. Ainsi, il dit « Entrons dans quelques petits détails de ces ressorts de la machine humaine. Tous les mouvements vitaux, animaux, naturels, automatiques, se font par leur action. N'est-ce pas machinalement que le corps se retire, frappé de terreur, à l'espèce d'un périple inattendu? Que les paupières se baissent à la menace d'un coup, comme on l'a dit? Que la lumière se rétrécit, s'étrécit au grand jour, la pupille, pour conserver la rétine, et s'élargit pour voir les objets dans l'obscurité? N'est-ce pas machinalement que les pores de la peau se ferment en hiver pour que le froid ne pénètre pas à l'intérieur des vaisseaux? Que l'estomac se soulève, irrité par le poison d'une certaine quantité d'opium? Pour lui, pour Lamétrie, tout simplement, l'esprit humain doit être considéré comme une suite de l'organisation sophistiquée de la matière dans le cerveau humain. L'homme n'est qu'un animal supérieur. Il cherche à enlever tout le mystère à la vie et compare l'homme à une machine afin de mieux le comprendre. Ce point-là va devenir de plus en plus scientifique lorsque Charles Darwin va rédiger la première édition de l'origine des espèces. Certes, il évoque dedans, à l'intérieur de cet ouvrage connu, que nous avons la sélection naturelle et l'évolution des espèces. Mais il précise quelque chose de fondamental. C'est que l'humanité, telle que nous la connaissons, n'en soit pas au stade final de son évolution, mais plutôt à une phase de commencement, que nous continuons et continuerons à modifier. Lorsque vous allez allier à la fois les ambitions des hommes, que ce soit dans la mythologie, quand vous allez commencer à confronter ces éléments à des éléments physiologiques, des éléments découverts par Darwin, va alors se dessiner un autre profil. Un profil que Nietzsche ne va pas hésiter à appeler le surhomme, au XIXe siècle. Il évoque à la fois le surhomme dans il appelle une volonté de puissance. Il désigne par là un désir et un devenir plus. Selon lui, il y a toujours une tendance à la puissance qui se manifeste partout. Elle prend néanmoins des formes et des fonctions différentes au regard des individus et des organes. Écoutons Nietzsche quelques instants. Lorsque Zarathustra arriva dans la ville voisine, qui se trouvait le plus près des bois, il y vit une grande foule rassemblée sur la place publique, car on avait annoncé qu'un danseur de cordes allait se montrer. Et Zarathustra parla au peuple et dit « Je vous enseigne le surhomme. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Qu'avez-vous fait pour le surmonter? Vous êtes, tous les êtres jusqu'à présent, ont créé quelque chose au-dessus d'eux. Et vous voulez être le reflux de ce grand flot et plutôt retourner à la bête que de surmonter l'homme? Qu'est le singe pour l'homme? Une dérision ou une honte? Et c'est ce que doit être l'homme pour le surhomme, une dérision ou une honte. Vous avez tracé le chemin qui va du ver jusqu'à l'homme, et il vous est resté beaucoup du ver de terre. Autrefois vous étiez singe, et maintenant l'homme n'est plus singe qu'un singe. Mais le plus sage entre vous, n'est-il lui-même qu'une chose disparate, hybride, fait d'une plante et d'un fantôme? Cependant, vous ai-je dit de devenir fantôme ou plante? Voici ce que je vous enseigne, le surhomme. Le surhomme est le sens de la terre, et le sens sur la terre, que votre volonté dise que le surhomme soit le sens. De Descartes à Nietzsche, très rapidement, le philosophe emboîte le pas à la fois de la mythologie, à la fois de la science qui est en train de se faire, dans le développement humain.
Et toutes ces notions-là, que l'on soit à la fois dans la philosophie, dans la mythologie ou dans la science-fiction comme ici, on va en permanence essayer de pousser à la fois l'imagination et à la fois une forme de réalité. C'est le cas évidemment avec le célèbre Arthur Clarke, auteur de 2001, l'Odyssée de l'espace. Pour lui, le rôle de la science-fiction est de préparer les gens à accepter le futur sans douleur et d'encourager les gens à être le plus ouverts possible. Il dit « Les hommes politiques devraient lire de la science-fiction, pas des westerns ou des romans policiers ». Asimov, extrêmement célèbre également sur ces questions, va expliquer, lui, que les histoires de science-fiction peuvent sembler insignifiantes aux critiques et philosophes, mais l'essence même de la science-fiction est devenue nécessaire à notre salut. L'enjeu est de souligner que la science-fiction est porteuse de prospective. Dans La musique du sang, Greg Bear va montrer que l'humanité peut être séparée en plusieurs rameaux. Des humains naturels, des humains mécanisés et des humains biologiquement modifiés. Eux seuls, ces derniers, sont capables d'affronter les conditions de vie dans l'espace, perdant parfois l'apparence humaine pour rester compatibles en passant d'un environnement à l'autre. Le dernier, peut-être, entre autres d'autres, Huxley, la religion sans révélation. Pour lui, l'espèce humaine peut se transcender, et pas seulement de manière sporadique, ici ou là. Il dit, de façon globale, l'humanité va se transformer. Et nous avons besoin d'un nom pour cette nouvelle croyance. Peut-être que c'est celui du transhumanisme. L'homme qui reste tout homme en se transcendant, en explorant de nouvelles possibilités de la nature et pour celle-ci. Les différentes formes d'imagination au cours de l'histoire ne sont évidemment pas sans ressentir et voir une certaine réalité. Une certaine réalité qui est notamment célèbre à travers cette affiche de 1933, la World Fair Trade à Chicago, où il va avoir ces notions très importantes, qui est en fait le slogan de la Foire internationale de Chicago, « La science trouve, l'industrie applique et l'homme consent ». Aujourd'hui, est-ce que c'est ce que nous voyons ? Il n'y a pas une journée sans que nous voyions un repoussement des questions existentielles à propos de l'être humain. Et l'on le voit, vous l'avez tous les jours devant vous, que ce soit à propos du pancréas, que ce soit à propos des implants bioniques, que ce soit à propos des cellules. Je ne vais pas en parler plus longtemps, puisque les autres, évidemment, intervenants parleront beaucoup mieux que moi. Mais toutes ces questions, comme évidemment le cœur artificiel qui s'est passé ces dernières semaines, montrent les retranchements existentiels. Mais ce qui est intéressant pour nous particulièrement, c'est de voir que toutes ces augmentations arrivent aujourd'hui dans la société. C'est le cas avec Bob Radossi, ici, qui pratique de nombreux sports et qui va changer de prothèse en fonction des sports à pratiquer. C'est le cas, évidemment, de Jeremy Campbell, qui est un athlète qui a cherché à lancer le plus loin possible un disque. Il est arrivé à 60 mètres de distance. Le record mondial est à 74 mètres. Mais le plus significatif, peut-être, c'est évidemment Pistorius, qui va à la fois participer aux Jeux olympiques de Londres en para-olympique et pour personnes valides. Dernier élément, cette intégration dans la société se fait beaucoup par les arts. Adrian Atanavan est aujourd'hui reconnu l'un des meilleurs violonistes du monde. Et dans le même temps, c'est un humain dit augmenté ou dit amélioré. L'homme s'améliore, l'homme évolue, se transforme. Les différentes caractéristiques. Ici, on le voit avec Nels Sabirson, un Irlandais, connu pour sa capacité à entendre les couleurs. En 2004, il devient la première personne au monde à porter un iBorg. L'intégration de l'iBorg sur la photographie de son passeport, officiellement, va être interprétée comme l'un des premiers cyborgs. La couleur, ainsi que l'utilisation de la technologie comme une extension de l'artiste et non comme une prouesse artistique, sont des thèmes centraux, évidemment, dans son travail. Même symptôme, et pour finir sur cet exemple, avec Rob Spence, qui va intégrer une caméra à l'œil. Cet exemple souligne particulièrement un point crucial entre est-ce que j'ai une prothèse pour compenser un handicap, ou est-ce que je m'améliore pour être plus performant. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans une période critique, une période qui a toujours été désirée ou imaginée, on le voit depuis la Fontaine de Jouvence jusqu'à aujourd'hui, mais qui désormais semble extrêmement réelle. Cette période ou ce point de passage d'une période à l'autre, c'est plus ou moins ce que l'on appelle la singularité, ou certains appellent la singularité. C'est le cas de Ray Kurzweil, qui est universitaire, qui est également le directeur stratégique de Google. Il explique que la singularité, c'est une période future qu'il estime à 2045, pendant laquelle le rythme du changement technologique sera tellement rapide, tellement important, que la vie humaine sera transformée de façon irréversible.
L'idée n'est pas une utopie ou une dystopie, mais notre époque sera transformée sur des modèles, des modes de vie, des cycles de vie qui incluent la mort également, où tout va être bouleversé. Comprendre la singularité, selon son fondateur, modifiera donc notre perspective, notre passé et les ramifications de notre futur. La comprendre changera notre point de vue sur la vie générale, sur nos modes de vie en particulier. Elle représentera le point culminant et l'osmose entre notre mode de pensée biologique de l'existence et notre technologie. Est-ce que ce que prédit Ray Kurzweil est vrai ou non? Dans quelle mesure nous allons accepter ça? Dans quelle mesure est-ce que ce sera une réalité? Tout au long de ma présentation, pour terminer, vous avez vu ce tableau de Keith Haring qui est le mariage du ciel et de la terre. Cet artiste connu, artiste de rue avant, qui a beaucoup travaillé essentiellement dans la rue pour montrer son art, avait un seul enjeu. Il avait un enjeu d'essayer de rassembler la diversité. Et c'est pour ça qu'il se battait en Afrique du Sud contre l'apartheid. C'est pour ça qu'il se battait contre la guerre atomique. C'est pour ça contre la destruction de l'environnement, etc. Ces obsessions de Keith Haring sont exactement les nôtres. Essayer de trouver, à travers l'art, l'imagination, la pensée, la philosophie, la création, la science, les frontières, comment tout cela doit être repensé. Et cette semaine dédiée au développement humain et au bien-être est dédiée à cette question et comment nous pouvons assembler tout ça, comment nous pouvons marier à la fois le ciel et la terre.